La voix est libre. Épisode 3, la guerre des Balkans. Le sursis n'aura pas duré longtemps. Que reste-t-il ce matin de l'accord de paix conclu hier en Yougoslavie? Rien apparemment, et le climat est à nouveau à celui de l'affrontement. Kata est une grand-mère de 70 ans qui a échoué à Zagreb avec une partie de sa famille. Il n'y a pas de jour que moi je ne pleure pas au moins 10 fois. Nul ne sait ce que les Serbes comptent faire de cette population complètement désemparée. Srebrenica est une enclave assiégée. Il n'y a nulle part où les habitants pourraient se réfugier. Au tout début des années 90, commence à se déliter la Yougoslavie, cet État fédéral longtemps tenu par Tito, mais sa mort en 80 et les élections libres 10 ans plus tard marquent le début de la montée des nationalismes. Milosevic veut rallier à son idée de grande Serbie tous les Serbes, dont ceux qui vivent en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Quand la guerre éclate, Claire Boulanger a 24 ans, elle vient de terminer ses études. Tout à coup a éclaté cette guerre qui nous a ramenés avec des images que nous n'avions pas vues en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, des files de réfugiés sur les routes, des bombardements de villes. Et j'ai envoyé ma candidature à plusieurs ONG pour partir là-bas et c'est Médecins du Monde qui a répondu. Alors, je suis arrivée à Zagreb en décembre 92. Zagreb, à l'époque, dans ce pays en guerre, était une ville en réalité parfaitement calme. Puisque en 92 et surtout 93, les combats avaient lieu principalement en Bosnie, ce qui était à plusieurs centaines de kilomètres de là. En revanche, on voyait arriver à Zagreb des réfugiés qui arrivaient des zones occupées par les forces serbes bosniaques. Et puis, nous avons aussi, avec Médecins du Monde, mis en place assez rapidement, devant l'ampleur des campagnes de viol dont on entendait parler en Bosnie, nous avons mis en place un centre d'accueil mère-enfant que nous avons construit sur le modèle des protections maternelles et infantiles en France, des PMI, pour pouvoir accueillir des femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles, mais sans créer un lieu qui soit explicitement destiné pour elles. J'ai été capturée par les Serbes. Les enfants vivaient autour du camp de concentration où était mon père. On recevait juste un morceau de pain par jour, quelquefois on broutait de l'herbe tellement on avait faim. Les Tchétniks nous obligeaient à manger leurs excréments. Souvent, pour nous terroriser, ils tuaient quelqu'un, même un enfant, pour nous faire peur, pour s'amuser. En tant qu'administratrice de la mission Médecins du Monde en Croatie, Claire Boulanger n'est pas en contact direct avec les femmes et les enfants qu'elle accueille. Mais sa rencontre avec l'anthropologue Véronique Naum-Grap, venue sur place recueillir des témoignages épouvantables, la bouleverse. C'est ça qu'il faut faire, consigner les paroles des Croates, des Bosniaques, mais aussi des Serbes, pour en garder une trace. Elle a 25 ans et elle prend sa voiture. Je suis partie seule et c'est d'autant plus fou que aujourd'hui, dans ce qui est devenu le contexte de l'humanitaire, on ne ferait plus ça. Ça serait trop dangereux. Et je crois que ce qui m'a protégée finalement, c'était justement ce côté surréaliste d'une très jeune femme qui partait seule. Et je crois que de façon étrange, ma vulnérabilité m'a protégée. Et puis le fait aussi que je venais avec un discours très précis sur le fait que je venais recueillir des témoignages de réfugiés serbes pour avoir aussi leur récit de la situation. Pour les 30 000 réfugiés qui ont échoué à Zenica, l'hiver est là, tout proche. Les écoles, les gymnases, les usines dans lesquelles ils se sont installés n'ont pas de chauffage. Dans un mois, il fera moins 10 degrés la nuit. Souvent, il n'y a qu'un WC pour 300 ou 400 personnes. Les femmes disent qu'elles attendent 1h30 avant d'aller aux toilettes. Le diagnostic sans appel de Christine Detour, de Médecins du Monde. Je pense que les conditions d'hygiène seront absolument médiocres. Les conditions de santé vont en dépendre puisqu'on ne pourra pas isoler les populations qui seront malades et ce sera un vecteur donc d'extension des épidémies. Lorsque j'ai commencé ce recueil de témoignages, j'ai commencé par aller dans des camps de réfugiés en Croatie, où là je rencontrais des réfugiés croates et bosniaques musulmans, ce qui était plus facile du point de vue des conditions de sécurité, ce qui a été une première expérience de recueil de récits de personnes lourdement traumatisées. Je me souviens par exemple d'une personne, un homme qui devait avoir à peu près mon âge d'ailleurs, je me souviens de lui très grand, complètement voûté. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus que son âge. Il me racontait les tortures et les exactions qu'il avait subies dans un camp qui était le camp d'Omarska. Et cet homme me racontait avec un regard éteint ce qui lui était arrivé. Et je me souviens que cet entretien a duré 4 ou 5 heures et qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et quand je suis sortie de là, j'avais terriblement froid. Ça a été un moment vraiment très
très intense. Et le fait de, pardonnez mon émotion, mais le fait de recueillir tous ces témoignages était évidemment une expérience extrêmement, extrêmement forte. Le fait d'avoir pu parler directement avec ces gens, en me présentant à eux, en leur disant ce que j'étais venue faire et pourquoi j'étais venue le faire, a permis, je pense, aussi de libérer la parole considérablement. Après avoir recueilli des dizaines de récits de torture et d'exactions, et pendant qu'en France, Médecins du Monde mène une campagne d'affichage qui fait débat, car elle compare Milosevic à Hitler, Claire Boulanger en est convaincue. Il faut aller plus loin qu'un simple travail de mémoire. Ces témoignages doivent faire l'objet d'une plainte auprès du tout nouveau tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Elle retourne voir celles et ceux qu'elle a rencontrés pour leur demander leur accord et travaille à une plainte collective avec l'association Juristes sans frontières. À travers cette action, Médecins du Monde faisait usage de son droit d'alerte, mais en fait est allé plus loin finalement encore que ce droit d'alerte, parce qu'il s'agissait à travers ça de dire actons le fait qu'un tribunal international existe et que on sait que la question de la justice sera essentielle pour la réparation des gens sur place et pour l'avenir de ce pays. Bonjour, dans l'actualité de ce dimanche, le voyage historique de François Mitterrand. Le président français a surpris tout le monde en s'envolant pour la Croatie hier soir. Après une nuit à Split, il doit en ce moment même tenter de gagner Sarajevo, la ville martyre de Bosnie, toujours assiégée par les Serbes. Un geste symbolique. En juin 92, quand François Mitterrand, accompagné de Bernard Kouchner, arrive à Sarajevo, les Bosniaques pensent que le président français a compris qu'ils sont assiégés par les Serbes, que les autorités de Belgrade ont un objectif politique. Mais la réponse de François Mitterrand n'est ni politique ni militaire. Elle se résume à une chose, un pont aérien humanitaire. Comme si l'aide humanitaire dispensait les États de prendre des décisions pour stopper la guerre. Évidemment, il fallait venir en aide aux populations civiles qui étaient dans des situations absolument catastrophiques. Mais toute cette ambiguïté de dans quelle mesure on est en train de finalement contribuer, faciliter le nettoyage ethnique en recueillant ceux qui sont chassés de zones qui sont leurs zones de vie et qui sont de leur maison. Cette question-là, on se l'est posée tout le temps et on le savait depuis le début. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour les personnels humanitaires qui étaient sur le terrain et qui prenaient des risques pour aider des populations civiles dans des villes bombardées. Il a malheureusement fallu attendre le massacre de Srebrenica pour qu'enfin la communauté internationale, et en particulier les États-Unis et la France à l'époque, décident d'intervenir et de mettre fin au combat et d'obliger les parties prenantes à négocier une trêve à travers les accords de Dayton. Jour après jour, l'exode des Albanais du Kosovo vers la Macédoine ou l'Albanie via le Monténégro apporte son lot de misère et de désespérance. Les pays d'accueil font ce qu'ils peuvent. En parallèle des guerres de Croatie et de Bosnie, les leaders albanais, cette fois, avaient déclaré en 90 l'indépendance du Kosovo, petite enclave des Balkans de l'Ouest peuplée majoritairement d'Albanais musulmans. Les accords de Dayton ne règlent rien au Kosovo et la guerre éclate en 98. À l'intérieur, ils semblent entassés, pêle-mêle. Leur arrivée massive au fil des 8 derniers jours laisse à un gouvernement albanais bien dépourvu le soin de gérer la pénurie. Beaucoup de réfugiés kosovars s'engagent alors pour Médecins du Monde, comme Kenan Idrizaj, qui nous raconte le jour où il a dû partir pour l'Albanie. Ce jour-là, il était 28 mars. On était ici à la maison un matin, juste du temps coup, il est venu les paramilitaires, militaires et les polices serbes. Et là, ils ont dit que vous, il faut que vous voyez en Albanie, toute la famille. Donc mon père et ma mère, ils organisaient tout ça. On a pris que les vêtements et on avait aussi un petit chien, Malteser. On a pris lui aussi avec nous. On a sorti ici à la rue. Donc quand on était passé à la frontière, on était allé en Albanie, à Kukës. Une famille du Kukës nous a acceptés. On était logés chez eux. Et moi, j'ai vu les voitures du Médecins du Monde, mais je ne savais jamais qu'est-ce que c'est Médecins du Monde, qu'est-ce que c'est une ONG, tout ça. Je dis « hello ». On a discuté un peu. Il m'a dit « mais tu parles bien anglais ?» Je dis « oui. Est-ce que je peux travailler pour vous n'importe quoi? Je n'ai pas besoin de l'argent, juste pour travailler, quoi. Parce que je ne peux pas rester sans travail ici. » Il m'a dit « ok, viens, on va se discuter de ça ». À peu près une semaine, j'ai travaillé comme logisticien. Et après, les Médecins du Monde, ils avaient besoin d'interprètes, de traducteurs. J'ai aidé beaucoup avec aussi les médecins, parce que les médecins français, vraiment, les infirmières, je n'oublie pas pour parler d'eux. Ils ont fait un travail très, très bien.
Ils ont fait du cœur parce que, tu sais, on a pleuré là-bas. On a ri ensemble, on a mangé ensemble. Excusez-moi l'émotion. Mais ça, il était ma famille, quoi. C'est très émotionnant parce que, tu sais, il a 20 ans, qu'il a passé 21 ans. Et donc, c'est de gros souvenirs qu'il j'ai pour Médecins du Monde et tout ce qu'il a fait pour mon population ici. Voilà. Alors la question du stress psychologique et du stress post-traumatique en fait, qui sont des situations que vivent finalement les militaires sur des zones de combat, en fait ça a émergé beaucoup dans le début des années 90 avec ce qui s'est passé en Bosnie et au Rwanda en particulier. C'est vrai que Médecins du Monde était encore une ONG assez jeune finalement, avec toute une histoire un peu héroïque de médecins et d'infirmières qui étaient allés en Afghanistan, qui étaient revenus de là-bas, qui avait serré les dents finalement. Et c'est vrai que nous avons été plusieurs à dire au retour de Bosnie, en fait, on a besoin d'aide et il faut prévoir cette aide pour les expatriés qui reviennent de terrain, de pays en guerre, d'endroits où on voit, où on entend parler d'exactions et où effectivement tout ça est extrêmement difficile à vivre et on a besoin d'un accompagnement psychologique au retour. Il a fallu un peu de temps pour le mettre en place, mais depuis effectivement cette aide a été mise en place. J'ai reçu des années plus tard un appel d'une femme qui me dit « Écoutez, je vous appelle de Genève. Je suis la fille de cette femme que vous avez rencontrée en 93. Et je voulais vous dire que ma mère va bien et que nous, on va bien et que cette rencontre avec vous a été absolument fondamentale. » Et là, tout à coup, j'ai revu cette femme qui avait 2 petites filles qui faisaient non de la tête en permanence. C'était presque un tic un peu inquiétant. Et cette femme me racontait le viol, en fait, dont elle avait été victime et les nombreuses violences sexuelles, en fait, qu'elle avait subies. Elle était dans un état épouvantable et ça a été très fort, en fait, d'apprendre que finalement, elle et ses filles avaient pu trouver refuge en Suisse et avaient pu reconstruire leur vie après tout ce qui leur était arrivé.